Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Marie Levacon. Marie Levacon est une miraculée. Forte et courageuse, elle ne tremble pas quand, devant la cour d'assises de Montauban, elle se retrouve à la barre face à celui qu'elle accuse de l'avoir agressée. Son nom, Florian Varin, un jeune homme à la gueule d'ange. Et pourtant, il est accusé de 6 viols et d'une tentative de meurtre. Il nie catégoriquement les faits. Alors le témoignage de Marie pourrait être décisif. Parviendra-t-elle à convaincre le jury que l'homme dans le box des accusés est bien son impitoyable bourreau ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Fin de l'année 2012, dans le sud de la France. Les policiers sont sur les dents. Ils traquent l'auteur d'une agression d'une extrême violence. Sa victime, une jeune femme de 24 ans, a échappé de justesse à la mort. Un ADN est identifié par le laboratoire. Dès lors, tout s'emballe. Ce dangereux criminel serait un homme que personne n'aurait pu soupçonner. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais cette affaire hors norme va faire scandale et mettre en lumière une incroyable série de dysfonctionnements judiciaires. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter quelques jours plus tôt, durant l'automne 2012. Tout commence en plein centre-ville de Toulouse, en Haute-Garonne. Toulouse, c'est une grande ville. Virginie Selvetti, journaliste. Une ville plutôt étudiante avec pas mal de quartiers festifs où il y a beaucoup de bars, des discothèques. Et donc vous avez beaucoup de circulation la nuit. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. Et également beaucoup de personnes qui rentrent chez elles à des heures où d'autres commencent à travailler. C'est là, non loin de la célèbre place du Capitole, que se situe le quartier Saint-Pierre. Un endroit très fréquenté par les jeunes, bordé par un secteur plus tranquille, celui des Amidonniers. Le quartier des Amidonniers est entre le canal de Brienne et la Garonne, un quartier résidentiel, et un quartier résidentiel pour les étudiants. Donc c'est plutôt un quartier de passage qui est tout près de la faculté de droit de Toulouse. Une longue avenue bordée par d'immenses platanes. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Et ça se trouve juste à l'arrière de la place Saint-Pierre, qui est un des hauts lieux de la fête à Toulouse. Je suis quelqu'un d'absolument normal, voilà. Donc on va dire nana bien dans sa peau, dans ses baskets. Je vis à Paris à l'époque. Marie Levacon, victime. Je bosse, je suis juriste, propriété industrielle. Je descends à Toulouse pour un week-end prolongé parce que c'est l'anniversaire d'une amie. J'en profite pour aller voir ma famille qui vit proche de Toulouse. Un week-end prolongé qui se voudra familial et festif. Pour Marie, en tout cas, le début de cette soirée se déroule le plus naturellement du monde. Ce seront ses dernières heures d'insouciance. Elle est chez des amis, d'abord. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Ensuite, elle se rend avec ses proches, ses copains en discothèque. Bon, la soirée se passe, ça rigole, ça boit un peu. Et en fait, vers 3-4 heures du matin, elle rentre toute seule. Elle doit dormir chez une amie, justement sur les allées, à côté des allées de Brienne. Par téléphone, elle prévient ses amis qu'elle arrivera dans quelques minutes. Marie n'a plus que 500 mètres à parcourir avant de parvenir à destination.
Il n'y a personne, les rues sont désertes, elle a quitté les quartiers festifs. Et au petit matin, on est au mois de novembre, il fait encore nuit. Et voilà, pour me rassurer et rassurer aussi les autres amis, je les garde au téléphone tout le long du chemin. La discussion se poursuit à distance, jusqu'au moment précis où Marie arrive à l'Haie de Brienne, là où ses copains l'attendent. Elle raccroche. Et soudain, tout s'accélère d'un seul coup. Et donc je tape le code et je me retourne parce que j'entends un bruit de pas dans les feuilles mortes. Parce que comme c'est le long du canal, évidemment il y a des gros platanes. C'est une époque de l'année où il y a des feuilles au sol, donc quelqu'un marche derrière elle. Et donc je me retourne et je vois tout de suite un type. Et voilà, il a l'air d'un jeune normal qui sort de soirée. Rien de bien effrayant. Rien d'effrayant à première vue. À ce détail près que Marie a déjà composé le code et donc ouvert la porte d'entrée. C'est là que ce jeune homme la supplie de le laisser pénétrer à l'intérieur. Elle dit non, mais attends, je suis tellement en galère, je suis fatiguée, laisse-moi dormir dans le hall, juste 1 heure. Et donc je lui dis non, c'est mort, c'est vraiment pas possible. Non, mais vraiment juste 1 heure, après je repars, t'inquiète et tout. Je lui dis non, mais vraiment c'est mort, enfin, impossible. Et elle me dit mais je suis tellement... Fais-moi un câlin. Là, ouais, je pense qu'il y a un petit voyant rouge là qui s'allume et je me dis oh là là, lui... lourd. Marie n'a même pas le temps de réagir que l'inconnu s'engouffre avec elle dans le hall de l'immeuble. Le piège vient de se refermer. Et là, le jeune homme lève ses bras et l'enserre. Elle le repousse. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme pète littéralement un câble. Il m'éclate la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, voilà, coup de poing dans la tête, dans le visage, voilà. Il me balance contre un mur de boîte aux lettres en métal. Et là, c'est mon premier KO. Sous la violence des coups portés, Marie perd une première fois connaissance. Le temps pour son agresseur de la traîner le plus loin possible de la porte d'entrée. Et elle se réveille un peu plus loin dans le hall pour être à l'abri des regards sûrement parce qu'en fait l'immeuble est constitué d'une porte vitrée. Je le vois lui et en fait il est en train de m'étrangler, donc il s'était mis à califourchon sur moi, qui suis allongée sur le dos et qui suis KO, donc ça veut dire qu'il m'a traîné dans le fond, enfin j'ai pas d'autre explication que ça. Pendant de longues minutes, l'homme la maintient plaquée au sol. Marie retrouve péniblement ses esprits. Impossible pour la jeune femme d'appeler au secours. Très vite, il enlève une de ses mains, donc il l'enserre à la gorge en laissant une main. Et avec l'autre main, il lui enlève ses collants, déchire sa culotte. Et j'ai senti le froid de sa main à l'intérieur de moi. Je crois que c'est là que je lui ai dit un truc du style « prends tout ou tout, mais pas ça ». Ah, évidemment, ça ne l'a pas arrêté. Et puis, paf. Inquiète. À l'arrivée des secours, Marie est en état de choc. Ses vêtements sont en pièces et surtout, elle présente de multiples blessures au visage et sur tout le corps. Première urgence, la conduire en ambulance jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et puis là, c'est toute la batterie de médecine médico-légale.
Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Qui consiste à vérifier les abrasions sur la peau, les coups qu'elle a reçus, les traumas qu'elle a reçus au niveau du cou. Cet examen est une souffrance puisqu'elle doit se déshabiller devant un homme. Elle attend en plus longtemps avant de pouvoir être examinée. Il s'agit d'établir de manière scientifique les circonstances du viol et de ce terrible déferlement de violence. Pour cela, Marie doit encore affronter d'autres examens. Pendant tout ce temps, elle ne peut pas prendre de douche, elle ne peut pas se laver, donc elle sent encore les ordures, elle a encore l'odeur de son agresseur sur elle. Ensuite, ils viennent me faire des laryngoscopies. Marie Levacon, victime. Traqué ou je sais pas quoi, c'est le défilé un peu des médecins tout au long de la journée. Sur les photos prises par les médecins, son visage est méconnaissable. Mais il y a plus grave encore. Il constate que le larynx de Marie est partiellement écrasé. Autrement dit, en plus des violences sexuelles, l'agresseur a essayé de la tuer en l'étranglant. Devant la gravité des faits, l'enquête est confiée à des policiers aguerris, ceux de la Sûreté départementale de Haute-Garonne, située au commissariat central de Toulouse. On voit la violence, elle est très marquée. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. Très marquée, elle a le visage très marqué. On voit le choc émotionnel qu'elle a subi. C'est un visage tuméfié par les coups. On est non seulement sur une enquête pour viol, on est aussi pour une enquête sur tentative de meurtre, donc on est vraiment dans une enquête criminelle. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Il n'y a absolument aucun doute de la violence de l'agression. Une victime brutalement violée, puis laissée pour morte. Mais la police ne dispose d'aucun témoin visuel de cette agression. Tout tient donc au seul témoignage de Marie. On demande à Marie de faire une description pour essayer de dresser un portrait robot du suspect. Puisque je leur ai indiqué que je pense être capable de le faire, j'ai son visage bien en tête. Des yeux bleus, blonds, présentant bien. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Assez beau garçon, finalement, très charmant. Un jeune homme blond, au physique très passe-partout, dans une ville étudiante telle que Toulouse, voilà qui commence mal pour les policiers. En attendant, un dangereux violeur à l'allure de Monsieur Tout-le-Monde s'y promène en liberté. Pour les enquêteurs, il y a une urgence à arrêter l'agresseur de Marie Levacon parce qu'ils savent qu'il y a un grand risque de récidive dans les jours qui viennent. Les policiers étaient vraiment sur les dents parce que la procureure avait dit démerdez-vous, vous l'attrapez, parce que sinon le week-end prochain, ce coup-ci c'est un vrai cadavre qu'on retrouve. Le portrait robot de l'agresseur de la jeune Marie est aussitôt diffusé à toutes les patrouilles du secteur, sans aucun résultat. Les enquêteurs décident donc de procéder à des prélèvements ADN dans l'immeuble où la jeune femme a été attaquée. Ils font des relevés biologiques. Ils vont d'ailleurs en retrouver un assez rapidement. On pensait qu'on allait se retrouver avec tous les ADN de l'immeuble. Finalement, non, il y a un ADN qu'on arrive à isoler, qui est donc récent. Un ADN est retrouvé sur la poignée de la porte du local poubelle. Cet ADN masculin est aussitôt transmis au laboratoire. Du côté des policiers, c'est un indice inespéré. D'autant que, dès le lendemain, l'analyse de ce profil s'avère payante. Cet ADN figure au fichier national des empreintes génétiques. Le laboratoire de police scientifique fournit
a fourni très vite l'ADN identifié dans le local poubelle. Alors cet ADN parle et mène à un certain Florian Varin, un homme qui a 21 ans. Ce jeune homme, Florian Varin, est originaire de Bretagne. Et si son ADN apparaît dans les fichiers, c'est à cause d'une autre affaire d'agression. Et pas n'importe laquelle. L'ADN a matché parce qu'il est cité dans une procédure de viol qui a eu lieu quelques années auparavant, une procédure de viol sur mineur. La plainte en question était une plainte d'une jeune victime de 14 ans pour viol de la part de Florian Varin, qui en avait lui à l'époque 17. Cet ADN qui désigne Florian Varin dans le dossier Marie Levacon et maintenant ces accusations de viol sur mineur, pour les enquêteurs toulousains, cette affaire pourrait bien porter la marque d'un prédateur sexuel en série. Très vite, disons que le flair des policiers, ils vont se dire, là on est sur un individu au profil très particulier, l'agression a été hyper violente, est-ce qu'on n'est pas en présence d'un violeur en série? C'est en tout cas une question qui est venue très vite dans l'esprit des enquêteurs de la police. Difficile pour les policiers de n'y voir que des coïncidences, même si cette histoire de viol sur mineur n'avait donné lieu au final à aucune poursuite judiciaire. La plainte de cette jeune fille va être classée sans suite parce que les services de police considéreront que la situation qui est révélée est quand même assez ambiguë. L'histoire sera assez confuse sur l'absence Alexandre Martin, avocat de la défense. ou pas l'absence de consentement de cette jeune fille. Même si l'enquête n'avait pas donné de suite, dès que vous êtes suspect d'une affaire de ce type-là, on garde votre identité génétique. Pour autant, les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. En consultant tous les antécédents du dénommé Florian Varin, ils font une autre découverte cruciale. Il se trouve que le nom de Florian Varin apparaît dans une autre affaire de viol. Virginie Selvetti, journaliste. Il s'agit d'une dénommée Claire, une jeune femme qui, 7 mois avant Marie Levacon, a accusé Florian Varin de viol. Claire, qui avait déposé plainte, avait identifié Florian Varin, mais l'enquête, là encore, n'a pas abouti. Comment un homme accusé de viol par 2 fois a-t-il pu échapper à la justice? Les policiers toulousains ne vont pas tarder à le comprendre. Mais avant cela, ils se penchent sur le parcours de Florian Varin. Les enquêteurs s'interrogent, car ce jeune homme, âgé tout juste de 21 ans, n'a pas vraiment le profil d'un criminel sexuel. Il est issu d'une famille où le papa travaille dans le bâtiment, la maman dans la logistique. Sa vie est classique, je dirais, d'un milieu social favorisé. Et tout va s'effondrer à compter de la séparation de ses parents qui va extrêmement mal se passer. Il va vivre pendant son adolescence dans plusieurs régions, je dirais un peu au gré du bon vouloir des personnes qui sont censées le protéger et l'encadrer, c'est-à-dire les parents, les grands-parents. Un jeune quelque peu livré à lui-même, mais qui ressemble à des millions d'autres. Florian Varin est titulaire d'un BEP mécanique. Ses grands-parents ont tenté de l'aider à avoir un travail dans un petit garage. Il s'est rapidement fait virer de ce travail. Le quotidien de Florian Varin, c'est plutôt zoner, faire des petits boulots à droite à gauche et fumer du cannabis. Et il vit plutôt sur l'argent de poche que ses grands-parents qui ont une bonne situation lui donnent. C'est un jeune homme à la dérive qu'il faut vite retrouver. Et s'il venait à récidiver? Florian Varin est rapidement localisé dans la région toulousaine. La sûreté départementale n'a plus une minute à perdre. D'autant que Marie, la victime, est formelle. C'est dingue parce que je me souviens très bien que j'ai regardé Marie Levacon, victime. photo numéro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et je le regarde lui en dernier, numéro 6.
Et là, je me souviens que j'ai écrabouillé sa tête avec mon doigt en disant « c'est lui ». Et là, tac, ils sont partis. Dans les rangs policiers, plus aucun doute possible. Derrière ce suspect au visage d'adolescent se cache celui qui a sauvagement violé Marie et tenté de l'étrangler. Le 8 novembre 2012, Florian Varin il est interpellé devant le domicile de sa mère à Saint-Jean. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. C'est une petite commune près de Toulouse, à une dizaine de kilomètres. 4 jours après l'agression de Marie Levacon, Florian Varin est placé en garde à vue. Les enquêteurs disposent bien d'une carte maîtresse, son ADN retrouvé dans le local à poubelle. Mais parviendront-ils à lui arracher des aveux ? Toulouse, 8 novembre 2012. Les policiers sont décidés à mettre la pression sur leur suspect. Malgré la présence de son profil génétique, il n'a rien à déclarer. C'est une défense un peu brutale, un peu rigide, mais M. Florian Varin n'accédera à aucune culpabilité à ce moment-là. Il est tout simplement dans une position de déni, de complète incompréhension. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Qui le rendent incapable d'avoir un discours cohérent et des réponses cohérentes par rapport aux questions qui lui sont posées. Du haut de ses 21 ans, Florian Varin tient tête aux enquêteurs. Il n'y a rien à faire. Il affirme être totalement étranger à cette agression. Pourtant, les policiers gardent encore espoir de le déstabiliser. Il change complètement de stratégie et il décide de l'interroger sur le précédent viol commis 7 mois plus tôt, celui de Claire. Et c'est là qu'ils vont faire une découverte impensable. « 19 avril 2012, département du Morbihan, à plus de 800 km de Toulouse. La jeune Claire est encore lycéenne et elle habite toujours chez ses parents. Moi, à cette époque-là, je viens tout juste d'avoir 17 ans. Claire, victime. Et donc, je suis une ado tout à fait normale qui sort avec ses amis. Claire passe ses vacances dans un tout petit village du Morbihan. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Dans le Morbihan rural, pas du tout en bord de mer. Chez ma grand-mère, je passe une semaine de vacances là-bas pour lui tenir compagnie, parce que c'est un endroit que j'adore, donc voilà, simplement des vacances. Quelques jours de vacances, en toute insouciance, auprès de sa grand-mère. D'autant que Claire vient de faire la connaissance d'un jeune de son âge. Elle a rencontré quelques jours auparavant, via une application de rencontre, un certain Florian Varin. Et ce jour-là, ce jour d'avril, ils décident de se rencontrer, donc elle lui donne rendez-vous. Donc moi, je précise quand même bien que je ne veux pas de rapport sexuel forcément à ce rendez-vous-là. Dès leur premier contact téléphonique, Claire se laisse vite séduire par Florian, un garçon tout à fait charmant, qui rapidement lui propose de la rencontrer. Alors vers 20h, Florian Varin vient chercher Claire, donc à bord d'une jolie voiture. Je vois que c'est un homme qui paraît très propre sur lui, qui met en confiance, qui paraît pas méchant. Il dégage quelque chose d'assez rassurant et quelqu'un de simple et qui nous met en confiance, quoi. De prime abord, aucune raison de se méfier de ce jeune homme qui se dit de passage dans la région et qui lui propose aussi de fumer du cannabis. À un moment donné, il tourne dans un chemin, il va assez loin dans ce chemin-là et vraiment on se retrouve autour d'absolument rien, d'un champ, de la forêt, enfin il n'y avait rien ni personne. Et on parle et on a tous les deux fumé. Ils discutent, elle est encore en confiance. Virginie Selvetti, journaliste. Et à ce moment-là, la vie de Claire va basculer pour toujours.
Cet endroit très isolé, en rase campagne, Florian Varin ne l'a pas choisi au hasard, car il a une idée bien précise en tête. Il se tourne vers moi pour essayer de m'embrasser, où moi je me recule et je lui dis non. Et il revient vers moi pour m'embrasser, sauf que là j'avais plus le choix, quoi. J'essaye de le repousser, de me débattre, sauf qu'il me chope par les mains, il m'agrippe les poignets très fortement, il m'embrasse dans le cou. Si je fais pas ce qu'il veut, ça va mal se passer, quoi. Je le comprends très vite et je le vois dans son regard, de toute façon, que le regard qu'il avait 5 minutes avant quand on discutait, il avait complètement changé. C'était un regard horrible qui faisait peur, quoi. Pour Claire, prise au piège avec lui dans la voiture, le cauchemar ne fait que commencer. À ce moment-là, il a mis ses 2 mains autour de ma gorge et il m'a serré tellement fort que je pouvais plus respirer du tout. Encore une fois, le monstre arrive et à ce moment-là, une violence extrême. Charles de Luynes, avocat des parties civiles. Et on est immédiatement étranglé et violé dans des conditions que j'ose pas répéter, mais qui sont absolument terribles. J'ai beau crier, j'ai beau pleurer, lui dire qu'il me fait mal, lui dire que en fait ce qu'il me fait c'est un viol. J'ai beau l'exprimer clairement, il me dit mais de toute façon t'as pas le choix. Le calvaire infligé à la jeune lycéenne va encore durer longuement. Claire pense alors que sa dernière heure est venue. Pourtant, son agresseur ne la tue pas. Il la raccompagne même chez sa grand-mère. La jeune femme finit par se rendre à la gendarmerie pour déposer plainte. Mais elle a fumé du cannabis, elle a rencontré son agresseur sur une application, alors elle décide de mentir aux enquêteurs. Une attitude dont les conséquences seront terribles. Dans sa déposition, Claire, qui est mineure au moment des faits, ne dit pas toute la vérité parce qu'elle a un peu peur de dire certaines choses. Les enquêteurs vont mettre en doute la parole de cette jeune femme. Alexandre Martin, avocat de la défense. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle va mentir au départ sur les conditions de la rencontre avec Florian Varin. Je leur ai dit que c'était quelqu'un que je connaissais déjà d'avant, que c'était le grand frère d'un de mes amis et que j'avais pas consommé de stupéfiants. Claire perd ses moyens. Elle accumule les mensonges et les approximations. Une audition qui achève de semer le doute chez les gendarmes. Ils décident donc de convoquer Florian Varin. Et c'est lui qui leur apporte spontanément la preuve selon laquelle il ne s'agirait pas d'un viol. Surprise, Varin fournit aux enquêteurs un certain nombre d'enregistrements sonores. Il y a un enregistrement des ébats sexuels qui laisse à penser quand on l'écoute et quand on en lit la retranscription que les choses sont particulièrement consenties. Sur certains passages que leur fait écouter Varin, on entend distinctement la voix de Claire et elle semble consentante. Mais ils ne prennent même pas le temps d'écouter l'ensemble de ces enregistrements. Pour eux, l'affaire paraît entendue. Pour les gendarmes, il n'est nullement question de viol. Il s'agit là d'un rapport sexuel avec consentement. Ils en ont la preuve formelle. Cet enregistrement prouve tout. Les enquêteurs n'ayant que ces éléments-là, la parole de cette jeune femme qui ment sur certains aspects. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. L'enregistrement et les déclarations de Florian Varin, ils considèrent que cette affaire doit être classée sans suite. Varin est donc aussitôt innocenté. Malgré l'extrême violence de cette agression, personne ne croit cette jeune fille encore mineure et sous le choc. Pour Claire, tout s'effondre. J'ai tout défoncé dans ma chambre. J'ai hurlé, j'ai pleuré.
Je me suis dit que j'étais pas considérée, que ce qu'il m'avait fait, c'était pas grave aux yeux des autres, que... Et puis après, par la suite, il y a eu aussi cette culpabilité où je me suis dit, de toute façon, voilà, c'est bien fait pour toi. T'avais qu'à pas mentir dès le départ. Et puis t'avais qu'à pas monter dans cette voiture. Et puis, voilà, c'était... il y a eu plusieurs phases. Un violeur qui agit toujours à visage découvert et qui laisse la vie sauve à ses victimes. Qui se cache derrière l'innocent sourire de ce jeune homme d'à peine 21 ans? À Toulouse, les policiers s'interrogent sur ces bandes audio remises aux gendarmes par Florian Varin pour se disculper. Ils procèdent alors à un examen complet de ces enregistrements sur son téléphone. Et ce qu'ils découvrent fait tout basculer. Ils se rendent compte qu'il y avait en réalité d'autres passages que les gendarmes, à l'époque, n'ont pas pris la peine d'écouter. Ils entendaient aussi que j'avais pleuré, que je criais, que je lui disais non. Claire, victime. Que lui, il me disait « mais tu n'as pas le choix, tu fais ce que je veux ». Que moi, je lui réponds « c'est bien pour ça que c'est un viol, parce que j'ai pas le choix ». Aussi incroyable que cela puisse être, Varin a enregistré Claire et l'a obligée à simuler le plaisir. Et c'est en ne leur faisant écouter que certains passages qu'il a réussi à manipuler les gendarmes. C'est le tout premier dysfonctionnement majeur dans cette affaire. Les enquêteurs se rendent compte qu'ils sont face à un énorme loupé. Si Claire avait été entendue à l'époque des faits, le viol et la tentative de meurtre de Marie Levacon, qui a été jetée comme une vulgaire ordure dans une poubelle, auraient peut-être pu être évités. Et c'est tellement dramatique pour elle, mais c'est effectivement dramatique pour la suite. Marie Levacon, victime. Parce que ça veut dire que lui, du coup, il va commencer à se sentir en pleine toute puissance vis-à-vis de la police. Grâce à ces révélations fracassantes, les policiers de Toulouse réouvrent l'enquête sur le viol de Claire. Ils se chargent donc des deux affaires. Seule certitude, ils sont face à un prédateur sexuel d'une intelligence redoutable. Mais parviendront-ils à percer tous ces secrets? Pour eux, plus question de relâcher la pression sur lui. Ils recommencent à l'interroger sur l'agression de Marie, un viol et une tentative de meurtre où son ADN a été identifié 5 jours plus tôt. Après 24 heures de garde à vue, Florian Varin accepte enfin de s'expliquer. Et il dira qu'il va voir passer cette jeune fille sur le trottoir, qu'il va la confondre avec une jeune fille qu'il aurait abordée dans une boîte de nuit. Il va reconnaître des gifles, mais assez peu de choses finalement. Il ne reconnaît pas avoir serré le cou, il ne reconnaît donc pas la tentative de meurtre. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Il va reconnaître avoir touché son sexe, mais il ne va pas reconnaître l'acte de pénétration. Le 10 novembre 2012, le couperet tombe. Florian Varin est mis en examen et incarcéré pour viol et tentative de meurtre sur Marie Levacon. Mais le dossier est loin d'être clos. À ce stade, les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont encore découvrir d'autres victimes. Ce qui est certain pour les enquêteurs, c'est que Florian Varin sillonne souvent la France au volant de sa voiture. C'est là qu'ils font appel à un logiciel qui va donner un coup d'accélérateur à toute l'affaire. Le logiciel Salvac a vocation à coordonner toutes les affaires
qui existent sur l'ensemble du territoire et à trouver des points de similitude entre les affaires. C'est un logiciel qui est très efficace et qui permet de regrouper en quelque sorte les modes opératoires. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. C'est-à-dire le type de violence, le déroulé des faits, le type de victime, l'âge, les heures. Un logiciel très performant destiné à traquer des criminels en série. Et là, surprise, en examinant les modes opératoires et les dépositions des victimes, il découvre que d'autres cas de viol et d'agression sexuelle pourraient être attribués à Florian Varin. C'est pas moins de 5 affaires qui ressortent de ce fichier Salvac. Et là, les enquêteurs vont se rendre compte qu'en fait, c'est très grave. C'est beaucoup plus grave de ce qui s'imaginait dans un premier temps. Avec Claire et Marie, ce sont au total 7 jeunes femmes dont le chemin aurait croisé celui de Florian Varin. La plupart d'entre elles ont été abordées de nuit, alors qu'elles rentraient seules. Un scénario qui semble se répéter systématiquement. Une fois qu'il a réussi à entrer en relation avec la personne, Alexandre Martin, avocat de la défense. il va chaque fois demander à ce que cette jeune femme lui fasse un câlin. Ça, c'est vraiment l'élément que l'on retrouvera systématiquement. Il demande ce câlin. Et ensuite, lorsqu'on lui refuse ce câlin, arrive un déferlement de violence extrême. Pour la police, pour la juge d'instruction, c'est une avancée déterminante. Ils comprennent qu'ils ont affaire à un violeur en série et qui fait très vraisemblablement une espèce de road movie sur plusieurs mois. Les enquêteurs se rendent compte Virginie Selvetti, journaliste. qu'ils sont face à un routard du crime, un routard du viol. Haute-Garonne, Charente-Maritime, Bretagne, en moins d'1 an, Florian Varin aura donc attaqué 7 jeunes femmes en toute impunité. Un périple durant lequel un deuxième grave dysfonctionnement va lui permettre une nouvelle fois d'échapper à la justice. Comme à Rennes, en Ille-et-Vilaine, le 16 septembre 2012, 2 mois avant l'agression de Marie à Toulouse. À l'époque, cette victime est elle aussi une jeune fille pleine de joie de vivre. Appelons-la Julie. Julie vient de terminer ses études à Bordeaux et cela fait une quinzaine de jours qu'elle est revenue dans sa ville natale qui est Rennes pour prendre un appartement dans le quartier Sainte-Anne. À l'époque, donc j'avais 23 ans, j'étais fêtarde, joyeuse. Julie, victime. Sûrement très insouciante. J'aimais la vie, quoi. En cette fin de soirée festive, le scénario semble déjà bien rodé. Un jeune garçon blond, d'un abord très souriant, lui propose de la raccompagner en voiture. Il va se présenter comme un peu le jeune homme bien sous tout rapport et avec qui rien ne va lui arriver. Et donc, elle part en toute confiance. Il est plus de 5 heures du matin. Julie a juste envie de rentrer chez elle. Mais rien ne va se passer comme prévu. Il me le dit souvent, ne t'inquiète pas. Donc il prend la rocade et puis là je dis par contre là c'est la sortie là. Il me dit non mais t'inquiète, je sortirai plus tard. Et elle se demande pourquoi il n'a pas pris la bonne sortie et surtout où il est en train de l'emmener. Le conducteur ne laisse rien transparaître. Jusqu'au moment où la voiture quitte brusquement la rocade en direction d'une petite route de campagne. Donc là, je me mets dans une bulle de protection directement. Je pense que c'est l'instinct de survie où je me dis qu'il y a un souci. Et là, il va tout au bout d'un chemin de terre, entouré de champs, quoi. Et là, je me suis dit, c'est fini. Je sais, soit il me viole, soit il me tue, ou soit il fait les deux, quoi. Dans un premier temps, le jeune homme lui réclame un câlin. Julie refuse
et tente même de s'enfuir. Mais il la rattrape, la maîtrise et commence à lui arracher ses vêtements. Il a ce changement de regard, c'est incroyable en fait. Il a l'air sympa, il est sympathique, et d'un coup il vrille, et ce regard de tueur. Et du coup, moi, pendant tout mon viol, je regardais les lampadaires, et c'était... En fait, mon esprit s'est totalement dissocié de mon corps. Je voyais mon viol en étant spectatrice, et je me disais, mais là, je peux pas m'enfuir, parce que je suis tellement dans un coin paumé qu'il va me tuer de toute façon. À cet instant, Julie est convaincue de ne pas s'en sortir vivante. Mais alors que le jour se lève à peine, son agresseur l'abandonne et elle se retrouve seule, dans un état second, au bord du chemin. Donc à ce moment-là, je prends mon téléphone portable, j'appelle ma mère. Et elle me dit, t'es où? Et je dis, je sais pas. Elle me dit, cours ma fille, cours. Du coup, je me mets à courir. Et elle me dit, mais t'es où? Et finalement, je vois que je suis à côté d'un hôpital. Elle me dit, cache-toi, j'arrive. Et du coup, elle vient me chercher. Et elle me dit, ça va? Je suis vivante, passe-moi une clope. Lors de son audition au commissariat de Rennes, Julie est formelle. L'homme qui vient de la violer affiche une telle assurance qu'il a forcément déjà fait d'autres victimes. Il dira immédiatement, c'est quelqu'un qui a déjà fait ça. Il sait faire ça. Marie Levacon, victime. C'est pas la première fois qu'il fait. Elle a immédiatement, elle aussi, ce sentiment qu'il n'en est pas non plus à son coup d'essai. Déjà, dans mon dépôt de plainte, je dis clairement que je suis pas la seule. J'étais persuadée, parce qu'il avait tellement ce sang-froid, et puis il savait ce qu'il faisait. Et puis l'endroit où il m'a emmenée, franchement, c'était viscéral, je le sentais. Malheureusement, les policiers de Rennes sont débordés et l'enquête va s'enliser. Pourtant, Julie leur avait livré un indice matériel qui aurait pu être capital. Elle va dire que compte tenu de la façon dont se sont passées les choses, elle est convaincue, persuadée. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. C'est une évidence pour elle que l'ADN de son agresseur est sur ses sous-vêtements. Il m'a baissé mon pantalon et ma culotte, il doit forcément avoir de l'ADN. Pour moi, c'était forcé qu'il y ait de l'ADN. Mais les policiers rennais ne tiennent pas compte de cette déclaration et ils classent les pièces à conviction sans les examiner. À Toulouse, la juge d'instruction fait donc saisir ce sous-vêtement. Et c'est là qu'elle comprend que cet élément n'a jamais été exploité. Et ce qui est incroyable, Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. on va s'apercevoir que la fameuse culotte n'a jamais été analysée. Les sous-vêtements, les pièces à conviction qu'elle a données n'ont tout simplement pas été analysées. Ils ne sont analysés que 7 mois plus tard, suite au recoupement de toutes ces affaires grâce au logiciel Salvac. Pour les autorités, c'est la douche froide. D'autant que les expertises ordonnées tardivement sur cette culotte viennent confirmer ce que Julie disait depuis des mois. L'enquête révélera par la suite, malheureusement, qu'il y avait de l'ADN de Florian Varin sur ces sous-vêtements dont personne n'a fait la recherche à l'époque des faits. Et évidemment, quand on les analyse, il est déjà en prison. C'est un peu tard. C'est même trop tard. Franchement, trop tard. Mais on les analyse, bien évidemment, puisqu'on les a pas fait, les analyses. Et évidemment, il y a son ADN complet. Un violeur en série qui profite d'une succession de défaillances, l'indignation est telle que le procureur de la République de Rennes lui-même est sommé de s'expliquer. L'argument qui va être soulevé par la justice va consister à dire mais oui, mais faire une expertise ADN, ça coûte de l'argent. Dans ces conditions-là, on ne peut se permettre de faire expertiser un peu tout et n'importe quoi et à tour de bras. Ma culotte n'a pas été analysée pour 380 €. Si à ce moment-là, on avait fait le test,
Charles Deluyne, avocat des parties civiles. On aurait retrouvé Florian Varin beaucoup plus vite et surtout, on aurait évité 3 victimes supplémentaires. Un parfum de scandale entoure désormais la terrifiante affaire du routard du viol. Après le classement sans suite de la plainte de Claire en Bretagne, c'est la 2e fois que Florian Varin aurait dû être confondu. Ça a été une succession de manquements, soit pour des analyses qui ne sont pas faites, soit parce qu'à un moment, des gendarmes ont douté en fait de la parole des victimes. C'est un deuxième tollé inadmissible. On aurait pu éviter 3 viols, dont celui de Marie Levacon et d'une certaine Eva. Et c'est en se penchant sur le viol d'Eva, la victime suivante, que les policiers toulousains vont le constater. Varin affiche un niveau d'organisation et de maîtrise de soi qu'il n'avait jamais vu. Un criminel d'une dangerosité hors du commun. Quelque chose, ça. Alors, évidemment, elle est très surprise. Elle veut s'échapper. Elle veut partir de là. Et là arrive le monstre. Et là, je comprends que ça va pas bien se passer pour moi. Et en gros, il me dit si... Tu peux faire ce que je veux. Donc, je lui dis non, que je veux rentrer chez moi et que j'ai pas envie. Donc, il faut savoir que ça a été très très long. Hein. Ça a duré environ 2 heures. 2 heures où j'ai essayé de m'en sortir. Je n'ose pas imaginer ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Mais voilà, il me raccompagne quand même au niveau du pont de la gare. Donc j'ai le pantalon encore ouvert, je suis complètement choquée. Je me retrouve au milieu de la route. Il y a une voiture qui passe dans le sens inverse et je me jette quasiment sur elle pour qu'elle s'arrête et qu'elle m'amène à la police. Florian Varin vient de frapper. Après Claire en avril, Julie en septembre, Eva en octobre, Marie en novembre, ce sont 7 victimes au total, plus une 8e, âgée de 14 ans, qu'il accuse de viol alors qu'il était mineur. Pourtant, durant toute l'instruction, Florian Varin nie catégoriquement tous ces viols. Il n'évoque que des attouchements ou des relations consenties. Il va rejeter la faute sur ses victimes. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. C'est-à-dire qu'il va essayer de les faire culpabiliser. Il est tout le temps en train de se défausser sur la victime. À être persuadé que ces jeunes femmes lui en veulent, s'acharnent sur lui. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Que la juge d'instruction s'acharne sur lui également. Il est dans cette incapacité totale à admettre ce qu'il a pu commettre. Une ligne de défense qui consiste à nier tout en bloc, malgré les preuves. Pour les experts chargés de l'examiner, Florian Varin ne souffre cependant d'aucune pathologie mentale. Mais ils ajoutent que le risque de récidive est maximal. Il est décrit comme ayant des déviances sexuelles très prononcées. Il est égocentrique. C'est un individu potentiellement très dangereux qui fait preuve de sadisme sur ses victimes. Virginie Selvetti, journaliste. Les experts vont même jusqu'à suggérer la castration chimique pour Florian Varin. La castration chimique, une recommandation rarissime, même dans les affaires de crimes sexuels les plus graves. Ce redoutable prédateur a déjà longtemps réussi à échapper à la justice. Parviendra-t-il cette fois à s'en sortir ? Cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse, septembre 2015. 3 ans après son arrestation, Varin doit répondre de 6 viols, d'une agression sexuelle et d'une tentative de meurtre. Pour ses nombreuses victimes, l'heure du face-à-face a enfin sonné. Avant l'ouverture du procès... Julie, victime. Je crois que j'attends rien.
Si, j'attends qu'on dise qu'on est victime. J'attends qu'il s'excuse. Claire, victime. J'attends de voir quelqu'un qui est désolé, vraiment. C'est me dire que je vais être face à quelqu'un qui finalement Marie Levacon, victime. va se rendre compte des choses, va les regretter, va s'en excuser peut-être au mieux, et que moi je vais pouvoir faire un travail de pardon. Pour toutes ces jeunes femmes réunies sur le banc des parties civiles, le supplice continue. On l'a toutes très mal vécu. Devoir aller à la barre devant lui, raconter en détail ce qu'il nous a fait. Ça a été une très grosse épreuve. On est à l'intérieur de la bombe, vraiment, voilà. C'est extrêmement violent, en fait. Lorsque les victimes défilent à la barre, l'accusé reste de marbre. Depuis son box, il n'a pas un seul mot d'excuse ou de compassion. Il va avoir un comportement absolument exécrable à l'encontre des victimes. C'est-à-dire qu'il était très arrogant, avec même des petits sourires en coin. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Un comportement assez pervers, assez dégueulasse pour tout dire. Malgré cette attitude, c'est le coup de théâtre. Florian Varin reconnaît enfin l'intégralité des viols, des faits pour lesquels il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Pourtant, il refuse toujours d'avouer la tentative de meurtre sur Marie Levacon. Car pour lui, l'enjeu est de taille. Il sait qu'il risque 10 ans de prison supplémentaire. Le témoignage de Marie a donc toutes les chances de faire basculer l'audience. Les cours d'assises, c'est un peu un peu comme si vous étiez à l'intérieur de la cocotte minute de l'horreur. Alors il va toujours contester la tentative de meurtre parce qu'il dira toujours « moi je n'ai pas eu l'intention de la tuer ». Et il dira « ce geste que j'ai eu, qui est un geste d'étranglement, je l'ai eu pour la maîtriser dans le cadre du viol que j'étais en train d'exercer ». Pourtant, après une semaine d'audience, la sentence tombe. Florian Varin est reconnu coupable de viol, mais également de tentative d'homicide. Et il est condamné à la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle. Une peine confirmée en appel, puis ramenée à 28 ans de prison fin 2021 lors d'un 3e et dernier procès. Après 9 longues années de combat, Marie sait qu'elle n'en a pas terminé pour autant avec Florian Varin. Avec le coup près de sa sortie future. C'est compliqué de se dire tiens, voilà, essaye de tourner la page ou essaye de vivre normalement. Finalement, c'est sans fin. Nous, on vivra avec lui jusqu'à la fin de nos jours. Même si demain il mourait, moi je l'emmènerais jusque dans ma tombe. Florian Varin a un autre rendez-vous devant la justice. Dans quelques mois, il doit de nouveau comparaître pour un viol commis sur une jeune fille à une époque où il était encore mineur. Pour Julie et pour Claire, reste une interrogation majeure. Florian Varin aurait-il fait d'autres victimes ? Je suis persuadée qu'il y a d'autres victimes. Il a été fiché quand il avait 17 ans. Il s'est fait arrêter à 21 ans et nous, on est 7 en 11 mois. Sachant qu'il n'y a qu'une seule femme sur 10 qui finit par porter plainte après une agression sexuelle ou un viol, et qu'on est 7, je pense que c'est légitime comme question. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Il y avait une lumière étrange ce matin-là. Une lueur orange qui s'infiltrait à travers les stores de la petite chambre du photographe, la pièce encore imprégnée de l'odeur âcre du café froid et des pellicules récemment développées. Hue, 1998, une ville au charme nostalgique, chargée d'histoire et de secrets, semblait retenir son souffle. On aurait dit que les murs eux-mêmes chuchotaient des avertissements à quiconque
osé pénétrer dans le monde clos de ce jeune homme. Un photographe connu pour capturer des instants que personne d'autre ne voyait, mais qui, ce jour-là, avait disparu. Personne ne s'attendait à ce que sa disparition devienne un mystère obsédant, une énigme que même la police locale peinait à résoudre. La dernière trace tangible était un petit carnet noir, griffonné à la hâte, trouvé sur son bureau avec des mots presque illisibles et des adresses incomplètes, comme s'il avait pressenti son destin. Le contexte de Hue à la fin des années 90 ajoutait une couche de complexité. Une ville reconstruite après les cicatrices de la guerre, où les souvenirs douloureux et les secrets enfouis se mêlaient aux rumeurs de corruption et aux disparitions inexpliquées. Les habitants parlaient peu, se méfiaient des étrangers et des enquêteurs, et chaque ruelle étroite semblait être un labyrinthe où passé et présent se croisaient, parfois de manière tragique. Les amis du photographe, pourtant proches, étaient déconcertés. Aucun conflit ouvert, aucune menace connue. Seulement un jeune homme plongé dans son art, obsédé par l'instant figé, capturant la vie dans ses nuances les plus silencieuses. Lorsque l'affaire arriva aux mains des enquêteurs, ils furent frappés par le contraste entre la banalité apparente de la vie du photographe et la complexité troublante de sa disparition. Ses voisins se souvenaient de la lumière dans son atelier qui brûlait tard, des rires étouffés de conversations avec des inconnus et d'ombres mouvantes aperçues derrière les rideaux. Un témoin parla d'un visiteur mystérieux quelques jours avant sa disparition. Un homme vêtu de sombre, silencieux, dont l'ombre semblait se fondre dans les coins de la ville. Cette seule observation suffirait à éveiller la curiosité et la suspicion, mais l'enquête manquait de preuves concrètes. À mesure que les jours passaient, la tension montait. La famille, d'abord confiante, commençait à craindre le pire. Les policiers fouillaient méthodiquement les environs, interrogeaient les amis, la communauté, cherchaient des indices dans les marchés bondés et les cafés animés, mais le photographe restait introuvable. C'est alors qu'une découverte inattendue survint, une boîte métallique enfouie sous le plancher de son atelier, contenant des pellicules non développées. Ces petites bandes de films fragiles semblaient insignifiantes, mais pour un photographe, chaque image est un témoignage, un message figé dans le temps. Le développement des pellicules révéla des scènes banales, des portraits de passants, des rues de Hue sous différents angles. Mais une série d'images attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Elle montrait un individu que personne ne connaissait, apparaissant furtivement à l'arrière-plan des photographies, observant le photographe à distance. Le visage de l'homme était flou, mais ses gestes précis, calculés, trahissaient une intention. Chaque cliché semblait être un fragment d'un puzzle plus vaste, une preuve silencieuse que le photographe avait été suivi, surveillé, et que sa disparition n'était pas le fruit du hasard. Cette révélation fit basculer l'enquête. Les policiers, désormais armés de ces images, purent reconstituer une série d'événements jusqu'alors invisibles. Les déplacements du photographe, ses rencontres, même ses routines quotidiennes, prirent un sens nouveau. L'individu mystérieux devint l'ombre centrale de l'affaire, un fil invisible reliant des indices épars dispersés dans la ville. Chaque photo devint un témoin silencieux, chaque pellicule une confession muette. Les enquêteurs se rendaient compte que le photographe avait, peut-être sans le savoir, documenté son propre destin dans ces clichés anodins. Le mystère s'épaississait lorsque l'équipe d'investigation examina les lieux que le photographe avait l'habitude de fréquenter. Les cafés où il s'asseyait pour observer les passants, les ponts sur la rivière des Parfums qu'il traversait chaque matin, les ruelles étroites qu'il parcourait à vélo avec son appareil en bandoulière, tout semblait normal. Mais une inspection minutieuse révéla des anomalies. Un meuble déplacé, une chaise récemment utilisée mais vide, des traces de pas effacées à la hâte. Chaque détail, bien que subtil, racontait une histoire que personne n'avait vue auparavant. L'analyse des pellicules fut accompagnée de recherches approfondies sur l'individu aperçu dans les photos. Les policiers découvrirent que l'homme avait un passé trouble, mêlé à des affaires de vol et de menaces. Mais la question restait. Quel lien entretenait-il avec le photographe? Pourquoi le suivre avec une telle constance? Et dans quel but ultime? Les hypothèses se succédaient, mais aucune ne rendait justice à la complexité de la situation. La ville entière semblait retenir son souffle, comme si Hue elle-même connaissait la vérité, mais refusait de la révéler. L'intuition d'un enquêteur chevronné permit de reconstituer un schéma de comportement, un trajet précis que le photographe avait suivi et qui menait à une ancienne maison abandonnée en périphérie. Là, les traces de lutte, des objets personnels et des signes subtils laissés par le photographe lui-même révélaient qu'il avait compris la menace avant de disparaître. Le film, en quelque sorte, était devenu une carte de son ultime stratégie,
un moyen de communiquer un danger imminent à ceux qui savaient lire ces images avec attention. À ce stade, l'affaire avait pris une dimension presque cinématographique. Un photographe disparu, un traqueur mystérieux, une ville aux rues chargée de mémoire et d'ombre, et des pellicules révélant une vérité que personne ne pouvait ignorer. Chaque image, développée, était un morceau de récit, une preuve tangible que la réalité dépassait souvent la fiction, et que les photographies pouvaient être autant des témoins que des victimes silencieuses de crimes impunis. Les familles, les amis et même les passants ordinaires se retrouvaient fascinés et effrayés par la précision des indices laissés par le photographe. Les clichés montraient non seulement des faits, mais aussi une tension psychologique intense. La peur, l'anticipation, la solitude face à une menace invisible. La ville, dans toute sa beauté tranquille, devenait un décor inquiétant, un personnage à part entière, où l'histoire de la disparition se jouait entre les façades fanées et les ruelles étroites. Alors que la police avançait, les pellicules révélaient un ultime indice, presque imperceptible. Un geste, un objet, une ombre à peine visible, qui, mise en relation avec les autres images, permettait de comprendre le mobile et l'identité du traqueur. La tension culminait, l'enquête se précipitant vers une révélation finale. Chaque jour, chaque détail, chaque fragment de film s'imbriquait dans un récit unique, une narration continue que le photographe avait, malgré lui, orchestrée avec son appareil. La lumière du soir baignait d'un ton crépusculaire, où les bâtiments anciens se découpaient en silhouettes fantomatiques, projetant des ombres longues et inquiétantes sur les pavés. Les enquêteurs, armés des pellicules révélant l'ombre de l'inconnu, retracèrent les mouvements du photographe jusqu'à cette maison abandonnée à la périphérie, où le temps semblait s'être arrêté. Les volets étaient décrépits, la peinture écaillée, et à l'intérieur, l'air était chargé d'humidité et de poussière, un mélange qui rappelait les maisons laissées à l'abandon depuis des décennies. Chaque pas faisait craquer le bois sous leurs pieds, chaque souffle soulevait des nuages de poussière, comme si la maison exhalait ses secrets à travers ses particules flottantes. L'inspection minutieuse révéla des indices presque imperceptibles. Une empreinte sur la fenêtre, des marques sur le sol, des fibres de tissu coincées dans les cadres des portes. Les objets éparpillés, pourtant anodins pour un œil non averti, racontaient l'histoire d'une lutte silencieuse, d'une confrontation brève mais intense. Une lampe renversée, un trousseau de clés abandonnées et, surtout, un carnet de notes griffonné avec une précision obsessionnelle, où le photographe avait dessiné des schémas, annoté des heures et des lieux, comme pour documenter la menace qui planait au-dessus de lui. Les pellicules prenaient alors un sens nouveau. Les images qui paraissaient anodines auparavant révélaient une chronologie secrète. Chaque photo montrait des éléments du décor, des positions précises, des angles qui, une fois analysés, permettaient de reconstituer le parcours de l'intrus et les interactions invisibles entre le photographe et celui qui le suivait. Chaque cliché devenait une pièce de puzzle, un témoin silencieux que la ville elle-même semblait garder précieusement, en attendant que quelqu'un ait l'œil pour le voir. Le mystère de l'identité de l'inconnu s'épaississait à mesure que les enquêteurs découvraient ses traces dans les rues de Hu. Les témoignages de passants concordaient avec les images. Un homme vêtu de sombre, toujours observant, toujours à distance, jamais identifié, mais dont la présence laissait un sentiment oppressant, un frisson d'alarme dans l'air. Certains anciens habitants racontaient des récits d'autres disparitions étranges, évoquant des ombres silencieuses qui guettaient les habitants depuis des ruelles oubliées. Des histoires que beaucoup avaient cru appartenir à la légende urbaine, mais qui, soudainement, prenaient une dimension terriblement concrète. À mesure que la nuit tombait sur la ville, l'enquête gagnait en intensité. La police fouilla chaque recoin, interrogea des amis, des connaissances, même des étrangers croisés par le photographe lors de ses sorties. Les relations, auparavant considérées comme insignifiantes, devinrent des indices cruciaux. Un vendeur de café se souvenait d'un client inconnu, commandant une boisson identique chaque jour, fixant un point précis au fond de la salle. Une vieille dame évoquait un vélo abandonné, laissé près du marché, appartenant peut-être à l'homme mystérieux. Chaque élément, pris isolément, semblait banal, mais assemblé, il dessinait un schéma inquiétant de surveillance méthodique et d'intention calculée. Le photographe, à travers ses pellicules, semblait avoir laissé une trace, un message codé que seuls les yeux avertis pouvaient déchiffrer. Les enquêteurs comprirent que ce n'était pas seulement un récit visuel, mais un appel à l'aide, une tentative de communiquer la menace avant qu'il ne soit trop tard. Les images montraient des lieux précis,
des gestes subtils, des détails du visage de l'inconnu capturés par inadvertance, mais qui, une fois agrandis et analysés, révélaient un comportement répété, des motifs de déplacement et des intentions cachées. L'obsession de l'homme pour le photographe devint évidente. Les pellicules révélaient qu'il surveillait non seulement les déplacements quotidiens, mais aussi les interactions, les moments de solitude, chaque instant où le photographe baissait sa garde. Les enquêteurs, fascinés et horrifiés, commencèrent à percevoir une tension psychologique intense. Le tracker connaissait les habitudes, anticipait les mouvements et avait préparé chaque rencontre avec une précision presque militaire. C'était comme si chaque image développée, chaque empreinte relevée, racontait l'histoire d'un duel silencieux entre deux forces invisibles. Dans cette atmosphère étouffante, les enquêteurs découvrirent un indice clé, une pellicule montrant un coin de mur peint récemment avec un symbole à peine visible tracé à la craie. En combinant cette image avec les notes du carnet, ils identifièrent un lieu précis, une pièce cachée derrière un mur mobile, accessible seulement par un passage étroit. L'entrée, presque invisible, révélait un espace où le photographe avait été contraint de se cacher, où il avait tenté de documenter sa propre disparition avec les moyens qu'il avait à sa disposition. C'était un témoignage brut, un journal silencieux de peur et de résilience. L'équipe découvrit également des objets personnels qui semblaient avoir été manipulés récemment. Un sac à dos, des vêtements, un vieux téléphone encore fonctionnel. Chacun de ces éléments renforçait l'idée que le photographe avait anticipé sa rencontre avec l'inconnu et avait préparé des indices minutieux pour que quelqu'un, plus tard, puisse comprendre ce qui s'était passé. Les pellicules étaient plus qu'un témoignage visuel. Elles devenaient une carte, une série d'indices conçus pour révéler la vérité cachée derrière la disparition. Les enquêteurs, désormais absorbés par l'étude des détails, réalisèrent que la clé de l'affaire résidait dans les angles et les perspectives des photographies. Le photographe, par inadvertance ou par instinct, avait capturé des éléments que l'œil humain ordinaire n'aurait jamais remarqués. Des traces sur le sol, des reflets dans les vitres, des silhouettes à peine perceptibles derrière des fenêtres. Ces indices, cumulés, formaient un schéma cohérent, dévoilant les intentions de l'intrus et les lieux qu'il fréquentait régulièrement, mais que personne n'avait associé auparavant à la disparition. Alors que l'analyse progressait, une tension palpable s'installait parmi les enquêteurs. Chaque photo révélait un détail supplémentaire, chaque découverte rapprochait de la vérité tout en augmentant l'angoisse. La peur que le photographe ait été en danger imminent devenait concrète, presque tangible. Les murs de hue, les ruelles étroites, les ponts sur la rivière des Parfums, tout semblait conspirer pour cacher et protéger un secret sombre, un drame silencieux qui n'attendait qu'à être découvert. La progression de l'enquête transforma la ville en un personnage à part entière, un témoin silencieux de la traque et de la disparition. Chaque habitant, chaque passant devenait un fragment du récit, volontaire ou involontaire. Les pellicules du photographe prenaient ainsi une dimension philosophique et humaine. Elles racontaient non seulement une disparition, mais aussi la fragilité de l'existence, la vulnérabilité face à la surveillance et à l'obsession, et la manière dont une personne pouvait, à travers ses talents et son instinct, laisser une trace indélébile de sa lutte contre l'invisible. L'aube suivante révéla un hue silencieux, presque irréel, où le brouillard flottant sur la rivière des Parfums semblait dissoudre le temps et l'espace, effaçant les contours familiers et accentuant la sensation d'une ville suspendue entre le passé et le présent. Les enquêteurs, armés des pellicules et des notes du photographe, se préparèrent à franchir la dernière étape du puzzle, le lieu où le photographe avait laissé son ultime message, le point culminant de cette traque silencieuse. Les rues, désertes à cette heure, reflétaient l'ombre des bâtiments et des arbres, une symphonie de formes qui semblait observer les hommes en uniforme comme des témoins invisibles de l'histoire qui se jouait. Le carnet, avec ses schémas méticuleusement tracés, guidait les pas. Les symboles à peine visibles, les lignes pointillées et les annotations codées indiquaient une progression, un itinéraire que seul l'auteur avait pu concevoir. Chaque étape était un fragment de narration. Un banc au bord de la rivière où il avait laissé un objet, une ruelle où les empreintes de pas étaient involontairement effacées, une maison abandonnée dont la porte grinçait sous le vent. La combinaison des pellicules et des notes formait un récit que l'on pouvait lire comme un livre, chaque image et chaque croquis révélant un indice supplémentaire. Les enquêteurs franchirent la première porte, une entrée étroite qui semblait plus un passage secret qu'une issue normale. L'odeur de poussière, de bois anciens et de moisissures leur brûlait les narines, et pourtant,
l'atmosphère était chargée d'une énergie étrange, celle d'un lieu qui avait été le témoin d'un affrontement psychologique et physique. Les objets éparpillés, un trépied cassé, des rouleaux de pellicule vides, un appareil photo à moitié démonté, racontaient une lutte invisible, une confrontation silencieuse entre le photographe et celui qui l'observait. Une pellicule récemment développée révéla un détail crucial. Une silhouette distincte, figée dans un reflet sur une vitre brisée. L'homme mystérieux, jusqu'alors flou et insaisissable, apparaissait maintenant avec un visage presque identifiable, mais suffisamment déformé pour maintenir l'angoisse. Les enquêteurs prirent des mesures, comparèrent les angles, analysèrent la lumière et les ombres, reconstruisant la scène avec une précision quasi scientifique. Chaque image était un témoin silencieux, chaque reflet un cri étouffé dans l'espace, une vérité que le photographe avait capturée sans savoir qu'il se filmait lui-même dans le piège tendu autour de lui. La tension monta lorsqu'ils découvrirent une porte dissimulée derrière un mur pivotant, exactement comme indiqué dans le carnet. Cette pièce secrète révélait le dernier refuge du photographe. Des notes griffonnées, des pellicules partiellement exposées et une série de messages codés destinés à un observateur potentiel. L'espace semblait être un sanctuaire de peur et de détermination, un lieu où le photographe avait, dans ses derniers moments, tenté de documenter l'invisible, de laisser une preuve de ce qui se tramait autour de lui. Les enquêteurs comprirent alors que chaque geste, chaque objet laissé en place avait été orchestré pour guider ceux qui chercheraient la vérité. À mesure qu'ils examinaient la pièce, les enquêteurs percevaient l'intensité psychologique de la situation. Le photographe avait anticipé l'intrusion, avait laissé des indices codés, et chaque pellicule semblait raconter une partie de son combat intérieur. Les images montraient des détails presque imperceptibles, des marques sur le sol, des craquelures sur les murs, des objets placés de manière stratégique. Tout témoignait d'un esprit méthodique, conscient de la menace et déterminé à laisser un témoignage tangible avant de disparaître. Les experts en photographie furent appelés pour analyser les pellicules sous toutes les lumières possibles, utilisant des filtres et des lentilles spécialisées pour révéler ce qui restait caché à l'œil nu. Ce processus permit de mettre en évidence une série de gestes répétitifs de l'inconnu, des habitudes qu'il croyait avoir dissimulées, mais que le photographe avait capturées de manière inconsciente. Chaque image devenait alors un enregistrement des intentions, un document visuel permettant de reconstruire les déplacements et les motifs de celui qui avait orchestré la disparition. La ville, dans tout son calme trompeur, semblait participer à cette révélation. Les ruelles étroites, les ponts silencieux et les façades décrépites devenaient des témoins actifs, intégrés dans un récit plus vaste que la seule disparition. Les enquêteurs réalisaient que le photographe n'avait pas seulement été victime, mais aussi auteur d'un témoignage visuel unique, une chronique de la tension, de la peur et de la résistance. Les pellicules révélaient un récit émotionnel intense, un mélange de solitude, de vigilance et de confrontation, une danse invisible entre la vie et la menace imminente. Alors que l'analyse se poursuivait, un autre élément vint bouleverser l'enquête, un petit objet métallisé, presque insignifiant, dissimulé dans une trappe sous le plancher. En l'examinant, les experts découvrirent une empreinte digitale, partiellement effacée mais exploitable, permettant d'identifier un suspect jusque-là insaisissable. L'ombre qui avait hanté les pellicules se concrétisait enfin en une identité tangible, une présence humaine derrière le mystère. Cette découverte transforma la nature de l'affaire, passant d'une traque énigmatique à une enquête judiciaire avec un visage à confronter. Chaque découverte s'ajoutait à l'intensité psychologique de l'affaire. Les enquêteurs ressentaient la peur et la détermination du photographe, la précision méticuleuse de l'intrus et le poids de la ville, qui semblait observer, silencieuse mais complice. La narration visuelle, accumulée au fil des pellicules et des notes, révélait un récit complet, une histoire de menaces, de stratégie et de survie. La vérité, bien que fragmentée, émergeait progressivement, chaque image, chaque indice, chaque note contribuant à un puzzle complexe mais cohérent. À ce stade, la tension atteignait son paroxysme. La confrontation finale avec le suspect devenait inévitable, et les enquêteurs se rendaient compte que chaque détail qu'ils avaient négligé pouvait faire basculer l'affaire. La chronologie des événements, reconstruite à partir des pellicules, montrait un schéma répétitif. L'intrus surveillait, le photographe anticipait, et chaque interaction devenait un jeu de stratégie silencieux, où la vie et la disparition étaient les enjeux ultimes. L'intensité émotionnelle culminait alors que l'équipe se préparait à perquisitionner l'habitation du suspect.
Les pellicules, développées avec soin, les notes du carnet, les indices subtils disséminés à Hue, tout pointait vers un lieu précis. La ville entière semblait contenir son souffle, comme si le destin du photographe et la justice qui s'annonçait étaient suspendus à un fil invisible, fragile mais déterminant. La lumière du matin traversait à peine les nuages lourds qui pesaient sur Hue, peignant la ville de teintes grisâtres, comme si elle pressentait l'ombre qui allait être levée. Les enquêteurs, armés de toutes les preuves accumulées, pellicules, notes codées, objets laissés par le photographe, avancèrent vers la dernière étape, l'appartement du suspect, identifié par l'empreinte digitale. Chaque pas résonnait dans les rues silencieuses, et même le vent semblait retenir son souffle, comme pour ne pas effacer la vérité encore fragile que l'on s'apprêtait à révéler. Dès l'entrée, l'odeur du renfermé et de l'humidité les enveloppa, mêlée à celle de métal et de bois anciens. Les meubles étaient disposés avec une précision étrange, comme si chaque objet avait été placé pour dissimuler ou protéger quelque chose. Des papiers froissés jonchèrent le sol, des photographies anciennes s'accrochaient au mur, et sur une étagère, une série de pellicules identiques à celles du photographe attira immédiatement l'attention des enquêteurs. L'intrus avait conservé les mêmes outils, les mêmes habitudes, comme s'il préparait une mise en scène où le photographe et lui étaient les personnages principaux d'un récit silencieux mais terriblement organisé. Le moment de tension se renforça lorsqu'un enquêteur découvrit un appareil photo identique à celui du disparu. À l'intérieur, des pellicules encore vierges semblaient prêtes à enregistrer de nouvelles scènes, mais certaines contenaient déjà des images, des clichés de lieux que le photographe avait fréquentés, capturés avec la même obsession méticuleuse. Les enquêteurs comprirent que le suspect avait suivi, observé et peut-être même anticipé les mouvements du photographe pendant toute sa disparition. Chaque image était une pièce de théâtre silencieuse, chaque photo un témoin qui révélait la relation étrange entre l'observateur et l'observé. L'analyse minutieuse des pellicules révéla un détail presque imperceptible. Un geste répétitif, un déplacement constant de la main de l'intrus, capté sans qu'il s'en rende compte. Ce geste, combiné avec les notes du photographe, permit de reconstituer un itinéraire, un schéma d'interaction et de confrontation qui s'était déroulé dans les semaines précédant la disparition. Les enquêteurs sentirent le poids de cette vérité. Le photographe n'était pas seulement une victime passive, mais un acteur conscient, utilisant son art pour documenter et résister. Alors qu'ils exploraient en les pièces, un autre indice émergea, une trappe cachée sous un tapis, révélant un espace étroit contenant des effets personnels du photographe. Le temps semblait suspendu dans cette cachette, comme si la dernière heure du jeune homme y était figée, conservée à travers des pellicules inachevées, des croquis et des annotations. Chaque objet racontait une histoire de peur et de détermination, de résistance face à une menace invisible mais constante. Le photographe avait utilisé son talent non seulement pour capturer la beauté du monde, mais pour tracer sa survie et documenter son tracker. La tension atteignait son apogée lorsqu'un des enquêteurs découvrit un enregistrement audio. Les voix captées étaient feutrées, mais discernables. Un échange entre le photographe et l'intrus, des murmures, des négociations silencieuses, des menaces voilées. La voix du photographe, tremblante mais déterminée, révélait sa conscience de la menace et son intention de laisser une trace. L'intrus, quant à lui, parlait avec une froideur calculée, chaque mot pesé, chaque silence un instrument de manipulation. Cet enregistrement, combiné aux pellicules et aux notes, constituait la pièce finale du puzzle, le témoin invisible qui donnait un visage à la tension accumulée. L'enquête se poursuivit avec minutie, les policiers confrontant chaque détail à la lumière des preuves accumulées. Les objets dispersés, les photographies, les pellicules et les traces laissées dans l'appartement racontaient un récit de surveillance, d'obsession et de confrontation silencieuse. L'intrus, méthodique et calculateur, avait orchestré sa présence comme une ombre, laissant des indices invisibles mais capturables par un œil attentif. La ville de Hue, avec ses ruelles étroites et ses bâtiments anciens, devenait une scène de théâtre, où chaque pierre, chaque fenêtre, chaque reflet jouait un rôle dans la révélation de la vérité. Le photographe, à travers ses pellicules, avait non seulement documenté sa disparition, mais avait préparé une chronologie que les enquêteurs pouvaient suivre. Chaque cliché était un jalon, chaque note une instruction silencieuse. La combinaison de ces éléments permit enfin de comprendre l'intention de l'intrus. Il n'agissait pas seulement par caprice,
mais dans le cadre d'un plan méthodique visant à effacer toute trace de la victime et à maintenir le contrôle psychologique. Alors que les policiers se rapprochaient du cœur de l'appartement, ils découvrirent une pièce verrouillée, accessible uniquement par une clé partiellement cachée dans une étagère. L'espace, étroit et obscur, contenait des indices supplémentaires, des objets personnels du photographe, des pellicules encore scellées et une dernière note codée. Les enquêteurs déchiffrèrent le message avec précaution, révélant l'emplacement final où le photographe avait été confronté à l'intrus et où les événements avaient atteint leur climax. Chaque indice renforçait la tension psychologique, dévoilant l'ampleur de la planification et la profondeur de la peur ressentie par le photographe. Les pellicules, les croquis, les objets, tout était imbriqué dans une narration silencieuse mais puissante, qui racontait l'histoire d'un affrontement entre l'art et l'obsession, entre la conscience et l'ombre, entre la vie et la disparition. La vérité commençait à émerger, mais son poids psychologique frappait tous ceux qui l'approchaient, rendant chaque découverte à la fois fascinante et terrifiante. Enfin, une dernière pellicule révéla un détail crucial. L'intrus, photographié à distance, manipulant des objets appartenant au photographe, traçant une stratégie invisible mais calculée. Cet indice permit d'identifier la séquence exacte des événements ayant conduit à la disparition et de comprendre la mécanique minutieuse de la traque. Les enquêteurs, après avoir confronté cette preuve avec les témoignages et les indices physiques, purent reconstituer le scénario complet, dévoilant la manière dont le photographe avait tenté de survivre et comment son génie visuel avait permis de laisser un témoignage irréfutable. La tension psychologique culmina. La ville semblait retenir son souffle alors que la vérité se rapprochait de sa révélation complète. Les rues, les ruelles, les ponts et même les murs silencieux de Hue participaient à cette scène finale, témoins muets de la confrontation ultime entre le photographe et l'intrus, et gardiens des secrets que seul le temps avait préservés. Chaque image, chaque note, chaque objet devenait un acteur dans un récit d'ombre et de lumière, de peur et de courage, un récit qui ne pouvait être interrompu, qui devait être compris dans sa totalité pour saisir la portée de la disparition et la profondeur du génie du photographe. La chaleur de l'après-midi enveloppait Hue d'un voile lourd, étouffant, comme si la ville elle-même pesait sur les épaules des enquêteurs. Chaque ruelle, chaque pont, chaque façade semblait résonner avec les échos des événements passés, et pourtant, le temps avait figé la scène, laissant seulement des indices dispersés, des pellicules et des notes comme témoins muets. L'appartement du suspect, désormais exploré en totalité, révélait une précision méthodique et presque obsessionnelle dans la manière dont il avait disposé chaque objet, chaque indice, comme pour orchestrer un récit invisible que seuls ceux qui savaient lire pouvaient déchiffrer. Les enquêteurs, fatigués mais concentrés, poursuivaient l'analyse des pellicules et des notes, reconstruisant méticuleusement chaque mouvement, chaque rencontre, chaque interaction entre le photographe et l'intrus. Les images montraient une tension psychologique intense, des gestes furtifs, des regards précautionneux, des ombres qui se glissaient derrière des fenêtres ou le long des murs. Chaque cliché, agrandi et examiné sous toutes les lumières, révélait des détails que l'œil humain aurait pu manquer, des fragments de réalité que le photographe avait capturés sans même le savoir. L'équipe d'enquête comprit alors que le photographe avait, à travers son art, laissé un guide silencieux, un plan détaillé pour retracer la trajectoire de son harceleur. Les notes, souvent cryptiques et griffonnées à la hâte, prenaient un sens nouveau lorsqu'elles étaient mises en relation avec les images. Les symboles, les lignes et les annotations indiquaient non seulement les lieux où le photographe s'était rendu, mais aussi les moments critiques où il avait pressenti le danger imminent. Chaque objet retrouvé dans l'appartement du suspect semblait confirmer cette interprétation. Des pellicules similaires aux siennes, des photographies des mêmes lieux, des empreintes identiques sur les mêmes surfaces. L'intensité émotionnelle monta lorsqu'une nouvelle pellicule révéla un détail que personne n'avait remarqué auparavant. Une silhouette en arrière-plan, se mouvant avec une précision presque calculée, traçant les déplacements du photographe avec une régularité troublante. Cette observation confirma ce que les enquêteurs soupçonnaient depuis le début. L'intrus avait suivi le photographe de manière méthodique, anticipant ses mouvements et préparant chaque interaction avec une minutie terrifiante. Les indices visuels cumulés formèrent un schéma cohérent, révélant non seulement l'identité probable du tracker, mais aussi son mode opératoire, sa manière de manipuler et de contrôler la situation à distance. Chaque pièce de l'appartement du suspect semblait raconter un chapitre de cette histoire silencieuse. Les murs portaient des traces d'objets déplacés,
des marques laissées par les manipulations quotidiennes de l'intrus, tandis que des objets personnels du photographe, conservés dans des recoins soigneusement choisis, témoignaient de sa lutte silencieuse. Les enquêteurs percevaient alors l'ingéniosité du photographe. À travers son art, il avait documenté sa propre disparition, transformant chaque pellicule, chaque note et chaque détail de son environnement en un message destiné à ceux qui sauraient comprendre. La ville, dans son calme trompeur, semblait jouer un rôle silencieux dans cette révélation. Les ruelles étroites, les marchés animés, les ponts et les façades anciennes formaient un réseau complexe de lieux témoins, intégrés dans le récit de la disparition. Chaque déplacement, chaque rencontre, chaque interaction entre le photographe et l'intrus pouvait désormais être replacé dans une chronologie précise, grâce aux indices visuels et aux annotations méticuleuses laissées derrière. La combinaison de ces éléments révélait un plan soigneusement exécuté, un ballet silencieux entre la victime et son harceleur. Un autre indice crucial fut découvert, une pellicule légèrement endommagée, montrant un objet partiellement dissimulé, une clé ou un outil dont l'importance n'était pas immédiatement apparente. L'analyse minutieuse permit de comprendre que cet objet était la clé pour accéder à un espace secret, un refuge que le photographe avait utilisé pour documenter sa survie et préparer sa dernière tentative de communication. Cette découverte ajouta une dimension supplémentaire à l'enquête. Le photographe n'avait pas seulement été victime, mais stratège, utilisant son talent et sa prévoyance pour laisser un témoignage irréfutable. À mesure que les indices s'accumulaient, la tension psychologique parmi les enquêteurs devenait presque palpable. Chaque image, chaque note, chaque objet découvert apportait à la fois une clarté nouvelle et un poids émotionnel, révélant l'ampleur de la menace que le photographe avait affrontée. Les pellicules, en particulier, racontaient une histoire de confrontation silencieuse, de peur et de détermination, un récit visuel où chaque détail comptait et où chaque erreur pouvait avoir des conséquences irréversibles. L'intensité monta encore lorsque l'équipe découvrit un enregistrement audio caché dans une trappe. Les murmures capturés racontaient les échanges furtifs entre le photographe et l'intrus, révélant la tension, les menaces voilées et les négociations silencieuses. La voix du photographe, tremblante mais déterminée, témoignait de sa conscience du danger et de sa volonté de documenter ce qui se passait. L'intrus, quant à lui, exprimait un contrôle froid et calculé, chaque mot pesé, chaque silence chargé de menaces. Cet enregistrement, associé aux pellicules et aux notes, constituait la pièce finale du puzzle, permettant de reconstituer la séquence exacte des événements et de comprendre l'intention derrière chaque geste. Les ruelles et les ponts de Hue, témoins silencieux, semblaient eux-mêmes vibrer sous l'intensité de cette révélation. Les enquêteurs réalisaient que le photographe avait transformé sa disparition en un récit visuel et psychologique complexe, où la ville entière devenait un décor vivant, participant à l'histoire, amplifiant la tension et révélant la profondeur de la manipulation exercée par l'intrus. Chaque reflet dans une vitrine, chaque ombre sur un mur, chaque détail du décor contribuait à la compréhension de la situation, donnant aux enquêteurs une carte complète de la menace et de la résistance du photographe. Enfin, la combinaison des preuves visuelles, des notes codées et des objets récupérés permit d'établir un plan clair pour confronter l'intrus et résoudre l'affaire. Chaque étape de cette confrontation, soigneusement reconstituée grâce au génie du photographe et à la perspicacité des enquêteurs, rapprochait la vérité de la lumière, transformant une disparition énigmatique en un récit complet, riche en tensions psychologiques, en stratégie et en émotions intenses. La ville, silencieuse et immuable, semblait attendre le dénouement, gardant le souffle retenu jusqu'à ce que justice et vérité soient enfin révélées. La nuit tombait à Hue, dense et silencieuse, enveloppant la ville d'un voile presque surnaturel. Les lampadaires diffusaient une lumière tremblante, dessinant des ombres longues qui s'étiraient le long des façades anciennes, comme des doigts invisibles cherchant à cacher des secrets millénaires. Les enquêteurs, armés de toutes les preuves accumulées, pellicules, notes codées, enregistrements audio, objets personnels, se préparaient à franchir la dernière ligne, à pénétrer dans le territoire de l'intrus et à comprendre enfin la mécanique complète de cette disparition qui avait hanté Hue depuis tant d'années. Chaque rue parcourue renforçait la tension. Les bruits habituels de la ville, pas, moteurs, conversations lointaines, semblaient lointains, étouffés par la concentration et le poids des événements. Les murs décrépits, les portes grinçantes et les fenêtres brisées devenaient des témoins silencieux, intégrés dans un réseau d'indices que seul l'œil entraîné
pouvaient interpréter. Chaque pas résonnait comme une percussion dans un récit invisible. Chaque respiration semblait éveiller les fantômes de la peur et de l'obsession qui avaient été tissés autour du photographe. L'appartement du suspect, désormais entièrement exploré, offrait de nouvelles révélations. Derrière une bibliothèque pivotante, les enquêteurs découvrirent une trappe menant à un espace étroit, faiblement éclairé, où le photographe avait probablement tenté de se cacher et de documenter la progression de son tracker. Des pellicules encore partiellement exposées étaient alignées sur une étagère improvisée, chacune représentant une étape de la confrontation silencieuse, une séquence chronologique qui permettait enfin de reconstruire les événements avec une précision inquiétante. L'angoisse atteignait son paroxysme lorsque les enquêteurs examinèrent ces pellicules. Chaque image révélait un détail supplémentaire, un reflet dans une vitre, une silhouette se faufilant dans l'ombre, un geste répétitif capté par inadvertance. Ces indices visuels, combinés aux notes et aux enregistrements audio, formaient un récit complet, une carte mentale de la traque, exposant la minutie méthodique avec laquelle l'intrus avait orchestré la disparition et les mouvements du photographe. L'observation des gestes, des angles et des points de fuite révélait un motif répétitif et planifié, une danse silencieuse entre le tracker et la victime. Dans un coin de la pièce, un carnet ouvert exposait des annotations récentes, griffonnées dans l'urgence, mais d'une clarté troublante. Les symboles et les flèches indiquaient des lieux précis, des interactions anticipées et des moments où le photographe avait su qu'il serait observé. Chaque détail était calibré, réfléchi et destiné à transmettre une information cruciale à ceux qui viendraient de plus tard. Les enquêteurs comprirent que ces notes étaient non seulement des témoins, mais aussi des guides, des balises invisibles menant à la vérité. Alors que l'équipe poursuivait l'exploration, un détail surgit qui changea radicalement la perspective. Un petit objet métallique dissimulé sous le plancher, à moitié caché par une pile de livres. Les experts découvrirent une empreinte digitale partielle, exploitable malgré les années. Cet indice permit enfin de connecter l'intrus à un dossier criminel antérieur, révélant non seulement son identité, mais aussi la logique derrière son obsession. L'homme n'était pas un simple poursuivant. Il avait une trajectoire, un modus operandi et une capacité effrayante à anticiper et contrôler la peur de sa victime. Les pellicules furent examinées à la lumière de cette nouvelle information. Chaque image, chaque note, chaque objet retrouvé prenait un sens plus clair. Les détails qui semblaient auparavant insignifiants, une marque sur le sol, un reflet dans un miroir, un geste répétitif, révélaient désormais l'intention calculée, la méthodologie derrière la disparition. La tension psychologique devint presque tangible, palpable, comme si l'espace lui-même vibrait sous le poids de la peur, de l'obsession et de la confrontation silencieuse qui s'était déroulée ici. Une autre découverte bouleversa l'enquête. Un enregistrement vidéo caché, pris à distance, montrait l'intrus en train de manipuler certains objets du photographe, orchestrant une série de mouvements avec une précision terrifiante. Les enquêteurs, en observant cette vidéo image par image, purent reconstituer le scénario complet. Comment l'intrus avait suivi le photographe, anticipé ses gestes et préparé chaque interaction avec un soin maniaque. Chaque mouvement était calculé, chaque pose stratégique, chaque geste un élément d'un plan méthodique visant à maintenir la peur et le contrôle. L'atmosphère dans la pièce se chargea d'une tension presque insoutenable. Les enquêteurs, conscients de la dangerosité et de la précision de l'intrus, ressentaient la même anxiété que le photographe avait pu éprouver. Les pellicules, les notes et les objets formaient un récit d'une puissance émotionnelle extrême, combinant peur, stratégie et ingéniosité. La vérité n'était plus une abstraction. Elle prenait corps dans chaque détail, dans chaque image, dans chaque annotation laissée par la victime pour guider ceux qui viendraient chercher la justice. Enfin, l'équipe reconstitua l'itinéraire exact menant à la confrontation finale. Chaque étape de la traque, chaque cachette, chaque refuge utilisé par le photographe fut identifié avec précision. La ville de Hue, silencieuse et immuable, devint un témoin muet de cette vérité, une scène où chaque ruelle, chaque pont et chaque façade avait joué un rôle dans la révélation de l'ombre qui avait hanté le photographe. Les enquêteurs comprirent que l'art du photographe, son attention aux détails et sa prévoyance avaient permis de transformer la disparition en un récit irréfutable, une preuve que l'obsession et la méthode de l'intrus ne pouvaient rester impunies. La nuit s'épaississait sur Hue,
Et les ombres dans les ruelles semblaient plus longues, plus menaçantes, comme si la ville elle-même retenait son souffle, consciente que la vérité était sur le point d'émerger. Les enquêteurs, guidés par les pellicules et les notes du photographe, franchirent la dernière frontière, l'ultime lieu de confrontation, celui où la tension avait atteint son paroxysme et où le destin du jeune photographe avait été scellé. Chaque pas dans cette rue silencieuse résonnait comme un écho des événements passés, chaque battement de cœur des policiers s'accordant à la cadence invisible de l'angoisse. L'appartement final était dissimulé derrière une façade banale, presque insignifiante, mais chaque détail, une serrure atypique, une vitre brisée, une porte légèrement gondolée, trahissait la présence d'un espace secret. Dès l'entrée, les enquêteurs furent frappés par la précision méticuleuse de l'organisation. Des objets placés avec soin, des pellicules encore en partie développées, des notes griffonnées à la hâte mais intelligibles, tout racontait un récit silencieux d'observation et de résistance. Le photographe avait anticipé la présence de son tracker et avait transformé chaque élément de cet espace en un message codé pour ceux qui viendraient chercher la vérité. Au centre de la pièce, un bureau renversé révélait des documents dispersés et des pellicules ouvertes, comme si le photographe avait tenté de créer un ultime témoignage de ce qu'il avait vécu. Les images capturées montraient non seulement la silhouette de l'intrus, mais aussi ses gestes répétitifs, ses habitudes, ses déplacements, permettant enfin de reconstruire le plan méthodique qui avait orchestré la disparition. Chaque cliché était une pièce d'un puzzle complexe, chaque note un guide invisible menant à la confrontation finale. L'analyse détaillée permit de comprendre la séquence exacte des événements, comment l'intrus avait suivi, manipulé et anticipé chaque mouvement du photographe, et comment ce dernier, grâce à son génie visuel, avait documenté la totalité de la traque. Les pellicules révélaient un ballet silencieux, une interaction invisible mais codifiée, où chaque geste, chaque pose et chaque ombre jouaient un rôle déterminant. La tension psychologique était palpable, et les enquêteurs ressentaient la peur et la détermination que le photographe avait dû éprouver, piégé dans un jeu où la vie et la disparition étaient les seuls enjeux. Un détail crucial surgit, une trappe dissimulée derrière un meuble, révélant un espace étroit contenant des objets personnels du photographe et quelques pellicules non développées. Ces éléments constituaient la preuve tangible de sa lutte, mais aussi de sa clairvoyance. Il avait laissé des indices pour que l'ombre qui le poursuivait ne reste pas impunie. Chaque pellicule, chaque note et chaque objet semblait crier silencieusement la vérité, formant un récit que les enquêteurs pouvaient enfin lire dans son intégralité. L'intensité monta encore lorsque fut découverte une caméra de surveillance dissimulée, capturant des images en continu. L'intrus, croyant être invisible, avait laissé ses gestes enregistrés à son insu. L'équipe observa attentivement ces séquences. Chaque mouvement était méthodique, chaque interaction calculée, révélant un niveau de planification presque obsessionnel. Les gestes de l'intrus étaient répétitifs, prévisibles, et pourtant empreints d'une froideur terrifiante. Grâce à ces images, la police put reconstituer non seulement l'identité du tracker, mais aussi sa logique, sa manière de manipuler et de contrôler, et la précision avec laquelle il orchestrera chaque confrontation. Chaque objet dans l'appartement semblait raconter un chapitre de cette lutte silencieuse. Un appareil photo à moitié démonté, des pellicules vierges et partiellement exposées, des notes codées, des traces de pas sur le sol poussiéreux. L'ensemble formait une symphonie de tension et de stratégie, un témoignage de la confrontation invisible entre l'ombre et la lumière, entre la peur et la détermination. La ville elle-même semblait s'aligner avec cette révélation. Les ruelles, les ponts et les façades, témoins silencieux, amplifiaient la portée psychologique de chaque découverte. Alors que les enquêteurs rapprochaient toutes les preuves, une dernière pellicule révéla le moment critique. Le photographe, dissimulé dans un espace étroit, observait l'intrus manipuler des objets et ajuster des pellicules, inconscient d'avoir été filmé. La séquence montrait la tension extrême, les gestes calculés et la précision méthodique de la traque. Cette image finale permit de relier tous les indices précédents et de comprendre l'ampleur de l'intention de l'intrus. Non seulement effacer toute trace, mais exercer un contrôle psychologique absolu sur sa victime. La confrontation finale devenait inévitable. Chaque détail, chaque mouvement, chaque objet découvert dans l'appartement et reconstitué à travers les pellicules formait un guide pour neutraliser l'intrus. Les enquêteurs comprenaient que cette vérité, dure et implacable, était la seule capable de rendre justice au photographe disparu. L'intensité émotionnelle culminait,
et la ville de Hu, silencieuse et immobile, semblait suspendre son souffle, témoin muet de la résolution imminente d'une affaire qui avait hanté ces ruelles depuis tant d'années. Le récit visuel et psychologique, tissé à travers les pellicules, les notes et les enregistrements, dévoilait enfin la totalité de la machination. Le photographe n'était pas seulement victime, mais stratège, et son art, sa précision et sa prévoyance avaient permis de transformer une disparition en une révélation irréfutable. Chaque enquêteur ressentait la puissance de ce témoignage silencieux, la profondeur de la peur et de la résistance, et l'ingéniosité qui avait permis de documenter la vérité, jusqu'au moindre détail. L'aube se levait sur Hu, douce et crue à la fois, effaçant lentement les ombres, mais révélant avec brutalité chaque cicatrice laissée par les événements passés. Les ruelles semblaient respirer encore le poids de la nuit, un silence pesant où chaque pierre, chaque mur, chaque reflet témoignait de la confrontation ultime qui avait eu lieu dans l'ombre. Les enquêteurs pénétrèrent dans le dernier espace identifié par les pellicules et les notes du photographe, un lieu où la tension avait culminé et où la vérité attendait depuis près de 2 décennies. La pièce, étroite et encombrée, semblait figée dans le temps. Chaque objet, chaque pellicule, chaque note semblait suspendue dans un récit silencieux que seuls ceux qui savaient observer pouvaient déchiffrer. Les murs portaient les traces de gestes furtifs, des marques laissées par l'intrus dans son obsession méthodique, et des objets personnels du photographe racontaient la résistance silencieuse qu'il avait opposée. L'atmosphère était presque palpable, un mélange de peur, de détermination et de réminiscence des événements passés. Une pellicule récemment développée révéla enfin le point culminant de l'histoire. L'intrus, manipulant des objets, répétant ses gestes calculés, tandis que le photographe, dissimulé et attentif, préparait son ultime message visuel. Chaque image montrait la précision maniaque du tracker et l'ingéniosité de la victime, transformant ce lieu en un théâtre silencieux où la vie et la peur dansaient ensemble dans une chorégraphie implacable. Les enquêteurs comprirent que le photographe avait non seulement survécu à la traque, mais avait orchestré un témoignage qui exposerait l'intrus, utilisant son art comme arme et bouclier. Les objets retrouvés, appareils photo, pellicules, notes codées, enregistrements audio, formèrent une mosaïque irréfutable. Chaque détail permit de reconstituer l'itinéraire exact du tracker, la séquence précise des confrontations et la mécanique psychologique qui avait mené à l'obsession. Le photographe avait transformé sa disparition en un récit visuel et psychologique, laissant derrière lui des preuves que même le temps n'avait pu effacer. Les enquêteurs ressentaient l'intensité de cette lutte silencieuse, la peur et la détermination mêlées, et la puissance d'une intelligence et d'une créativité mises à l'épreuve par l'ombre. La découverte la plus cruciale se produisit lorsqu'ils trouvèrent un enregistrement vidéo montrant l'intrus manipulant des pellicules, ajustant des appareils et répétant ses gestes avec une précision quasi militaire. L'examen minutieux de cette séquence révéla non seulement son identité, mais aussi sa logique interne, sa manière de contrôler et d'anticiper les mouvements de sa victime, et l'ampleur de son obsession. Chaque geste, chaque pose, chaque détail était calculé, formant un plan méthodique visant à maintenir la peur et l'emprise psychologique sur le photographe. Les enquêteurs, désormais armés de preuves irréfutables, purent finaliser la reconstitution complète. L'intrus n'était pas seulement un tracker méthodique, mais un manipulateur-calculateur dont la maîtrise de l'ombre et du contrôle psychologique avaient rendu la disparition presque parfaite. Mais la prévoyance et le génie du photographe avaient permis de documenter tout, transformant la peur en témoignage et le danger en révélation. La ville de Hu, silencieuse et immobile, devint un témoin invisible, chaque ruelle, chaque pont, chaque façade participant au récit, amplifiant la tension et la profondeur de l'histoire. Le moment de vérité arriva lorsque les enquêteurs confrontèrent enfin l'intrus. Les preuves visuelles, les pellicules, les notes et les enregistrements formèrent un dossier accablant. La confrontation ne nécessita ni violence ni force brute. La méthodologie minutieuse et le témoignage irréfutable du photographe avaient piégé l'ombre dans sa propre logique. La peur et la tension accumulées depuis des années se dissipèrent, laissant place à un mélange d'horreur, de soulagement et de respect pour la capacité humaine à résister et à documenter la vérité, même face à la mort et à l'obsession. La ville, à présent baignée par la lumière du matin, semblait respirer à nouveau. Les ruelles et les façades, témoins silencieux de tant de secrets, portaient encore l'écho de la confrontation. Mais la justice avait triomphé grâce à l'intelligence, à l'ingéniosité
et au courage du photographe. Chaque pellicule, chaque note, chaque objet découvert devenait un symbole de résistance, un rappel que même face à l'ombre la plus méthodique, la vérité finit par émerger. Le récit de cette disparition, transformé en enquête et en révélation, laissa derrière lui une impression durable, celle de la puissance de l'art comme arme de documentation et de protection, la précision méthodique de la peur et de l'obsession, et la certitude que la vérité, lorsqu'elle est soigneusement enregistrée et observée, finit toujours par triompher. Hu, avec ses ruelles silencieuses et ses ponts figés dans le temps, demeura un témoin éternel, gardant le souvenir de cette confrontation invisible, de cette lutte entre la lumière et l'ombre, et de la victoire silencieuse de la vérité sur l'obscurité. Ainsi se referma cette affaire, avec la justice rendue et la mémoire du photographe honoré, laissant un écho durable dans la ville et dans le cœur de ceux qui avaient en suivi chaque indice, chaque pellicule, chaque note jusqu'au dénouement final. La disparition était résolue, mais le récit, puissant et bouleversant, continuerait à résonner, rappelant que même dans le silence, l'art et la vérité peuvent vaincre la peur la plus méthodique.